Bonjour à toutes et à tous pour ce point de marché donc du 18 septembre 2021. Alors je lui ai donné un titre, hein, Evergrande égale Lehman Brothers. Alors ce point de marché ne sera pas consacré que à Evergrande, même si effectivement ça sera un point central de cette intervention. Alors, tout d'abord, je rappelle les disclaimers. Je vous laisse quelques secondes pour les relire, hein. Chaque situation patrimoniale est différente, hein. Je ne prétends pas donner des conseils publics en investissement. Un petit rappel aussi du disclaimer posté par mon broker, qui signale quand même que entre le 3 quarts et 90% des comptes non professionnels perdent de l'argent. Et puis enfin un lien vers ma vidéo où je rappelle les erreurs que j'ai pu faire durant ma carrière d'investisseur. Une manière aussi de vous indiquer que je ne suis pas un gourou, que je peux me tromper et que je vous encourage vivement à faire vous-même votre propre réflexion, votre propre analyse de ce que je peux vous raconter. Alors, donc on va pas mal parler de l'actualité microéconomique, parce qu'il y a eu deux événements en fait qui secouent un peu l'actualité micro. On a d'abord l'affaire du siècle, hein, qui concerne un petit peu les relations franco-américaines, et l'affaire Evergrande en Chine. On va d'abord parler du contrat du siècle. Alors, de quoi il s'agit? Alors, l'affaire, en fait, elle a démarré en 2016, en réalité. Initialement, en fait, la France a négocié un contrat en 2016 de 90 milliards de dollars australiens qui prévoyait la fourniture de 12 sous-marins français à propulsion conventionnelle à l'Australie. Donc, on a parlé à ce moment-là de contrat du siècle. Alors c'est un business juteux, hein, l'armement, mais aussi à forte connotation géopolitique. Initialement, donc c'est la France qui avait l'exclusivité entre guillemets sur ce contrat, mais par un système d'appel d'offres, en fait, le gouvernement australien a aussi fait rentrer les États-Unis et le Royaume-Uni dans la course. Alors de manière générale, hein, dans le business, il est très rare d'avoir l'exclusivité sur les missions, hein. Ça peut être que ce soit dans le conseil, dans tout, la concurrence, elle existe. Nous sommes toujours, hein, de manière directe ou indirecte en concurrence avec d'autres candidats, qu'il s'agisse de personnes physiques, de personnes morales, de communes, de villes, voire des États, ce qui est le cas ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président américain Joe Biden a annoncé le mercredi, ce mercredi, hein, le 15 septembre, un partenariat stratégique avec le Royaume-Uni et l'Australie, incluant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra, qui a sorti de fait la France du jeu. Donc cette nouvelle alliance entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui a été baptisée AUKUS, vise à renforcer et soutenir les intérêts des trois alliés en matière de défense et de sécurité. Donc cela, enfin, outre les sous-marins, passe aussi par un partage accru de l'information et des technologies et une intégration plus poussée de la science, de l'industrie et des chaînes d'approvisionnement. Derrière, il y a eu un enjeu aussi géostratégique des États-Unis pour en fait intégrer l'Australie dans une espèce de stratégie militaire pour contrebalancer un peu la Chine sur un petit peu autour de l'océan Indien. Alors, évidemment, effectivement, le dindon de la farce, on pourrait penser, c'est Paris, hein, c'est la France. Et donc cela va déclencher l'ire de Paris qui n'a pas mâché ses mots. Donc pour le Quai d'Orsay, ces faits constituent des comportements inacceptables entre alliés et partenaires, dont les conséquences touchent à la conception même que l'on se fait de nos alliances, de nos partenariats et disons de l'importance de l'Indo-Pacifique pour l'Europe. Ça, c'est ce qu'a déclaré donc le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Donc, dans la foulée de l'annonce, l'ambassade de France aux États-Unis a annulé une célébration qui marquait, il se trouve, l'anniversaire d'une bataille navale décisive, hein, qui avait eu lieu le 5 septembre 1781 et qui avait permis justement, où la France avait aidé les États-Unis à gagner une bataille navale d'importance
pour l'accès à l'indépendance des États-Unis. Alors bon, côté américain, on feint un petit peu d'être désolé, hein, voilà, en disant que la France avait été informée en amont, etc., etc. Mais bon, visiblement, voilà, il y a un petit peu du remue-ménage, on va dire. Donc évidemment, Washington regrette officiellement le rappel euh, de l'ambassadeur à Paris. Euh, et là, évidemment, bah voilà, l'Australie essaye aussi un petit peu de calmer le jeu. Alors voilà, est-ce qu'il va y avoir une réunion à l'ONU pour calmer la colère française? Donc ça, c'est l'étape suivante, effectivement, après le rappel des ambassadeurs, sera sans doute une réunion à l'ONU qui se tiendra cette semaine, hein, qui arrive, et une réunion au cours de laquelle les États-Unis espèrent pouvoir évoquer ce différend. Donc voilà, donc il y a des contacts en cours en ce moment. Mais effectivement, c'est un peu compliqué, voilà, entre des alliés quelque part, hein, des alliés, puisque euh, la France et notamment l'Europe sont censés être un allié des États-Unis finalement dans leur conflit entre guillemets économique et géostratégique avec l'autre bloc que constitue la Chine d'une part et la Russie d'autre part. Donc c'est vrai que ça, on pourrait se dire, bah voilà, est-ce qu'on va pas avoir finalement une lézarde dans ce bloc en fait, ce bloc, on va dire occidental, contre le bloc constitué notamment par la Chine et la Russie. Donc ça, on pourrait dire que ça peut affaiblir disons le camp entre guillemets, si on peut parler de camp, le camp occidental. Alors néanmoins, tout ne va pas non plus si bien que ça en Chine, puisque pendant que effectivement l'affaire du siècle entre guillemets secoue les relations, on va dire franco-américaines, les Chinois, ils ont aussi des pierres dans leur jardin, avec notamment Evergrande, qui pourrait, selon certains analystes, devenir un peu le nouveau Lehman Brothers à la chinoise. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, Evergrande, en gros, c'est un géant chinois de l'immobilier, hein, c'est le numéro un de l'immobilier en Chine, donc qui est responsable de la construction de centaines de milliers de logements d'habitation. Et le géant chinois immobilier a annoncé depuis quelques semaines déjà être en grande difficulté financière. D'ailleurs, devant le siège du groupe à Shenzhen, dans le sud de la Chine, le 15 septembre, on avait des manifestants qui criaient rendez-nous notre argent, donc qui s'estiment floués, puisqu'ils ont payé énormément d'argent, c'est l'économie de toute une vie, à ce promoteur pour qu'il leur construise un logement dans lequel ils vivraient. Et donc cela rappelle un peu les fils qui se formaient devant la Northern Rock, hein, la banque britannique acculée à la faillite durant le début de la crise des subprimes. Donc évidemment, la question, c'est on a des ménages particuliers qui sont contraints de payer un crédit pour rien. Et dans le cas de Evergrande, les manifestants redoutent la faillite du premier promoteur immobilier du pays. Le groupe est écrasé par une dette qui s'élève à près de 260 milliards d'euros et une faillite brutale qui pourrait rappeler effectivement l'épisode Lehman Brothers en 2008. Donc du coup, beaucoup de manifestants demandent à pouvoir récupérer l'argent payé pour leur appartement qui ne sera sans doute jamais terminé. Et tous les chantiers sont à l'arrêt, ce qui représente plus d'1,5 million de logements non livrés. Donc si vous imaginez, c'est un peu l'équivalent de la population de Paris qui cherche à se loger et qui est aujourd'hui en Chine sans logement, qui paye un crédit et qui n'a toujours pas de logement. Donc c'est quand même assez critique, hein. C'est énorme. Alors il n'y a pas que une partie de la population chinoise qui paye un crédit pour rien sans avoir de logement pour l'heure. On a également des sous-traitants qui ne sont plus payés et qui menacent à leur tour de déposer le bilan. Donc on a des centaines de milliers de sous-traitants qui attendent également d'être payés, hein. Donc je cite une citation, hein, nous sommes des entrepreneurs et nous sommes ici pour obtenir notre paiement. On nous doit environ 37 millions de yuan au total. Donc ça, c'est l'un des sous-traitants qui fait part, qui participe aussi
à la manifestation. Donc là, c'est un petit peu, voilà, ça nous rappelle un petit peu un risque finalement de faillite en cascade qui n'est pas, voilà, qui est quand même à prendre assez au sérieux. Autre point, Evergrande, c'est quand même 200 000 emplois. On a quand même, voilà, c'est quand même le plus gros promoteur de la Chine. C'est 200 000 employés, c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. Voilà, donc on pourrait avoir 200 000 employés qui peuvent perdre leur emploi du jour au lendemain. C'est quand même, c'est assez énorme. Alors, voilà, donc à l'origine de ces problèmes, Evergrande a fait des investissements multiples et hasardeux, et qui témoignent un petit peu la folie des grandeurs qui a emporté le groupe, devenu un conglomérat. Donc, premier promoteur immobilier en Chine, le groupe s'est diversifié. Il a acheté un club de football, le Guangzhou FC, 7 fois champion de Chine, mais également des parcs d'attractions, des usines. Il s'est mis à produire de l'eau minérale ou des voitures électriques. Donc des investissements hasardeux qui ont fait perdre beaucoup d'argent. Et effectivement, bah, voilà, on pourrait très très bien avoir 200 000 employés qui peuvent se retrouver bah, sans travail. Alors, quelle pourrait être la réponse du gouvernement chinois, hein? C'est un petit peu la question que l'on peut se poser, hein. Rappelons-le que si Lehman Brothers a fait faillite, certes, Lehman était en grande difficulté financière, mais la faillite a été un acte politique, hein. Je rappelle que la réserve fédérale, à l'époque, en 2008, s'était réunie et, après des discussions, notamment avec le Trésor américain, a décidé de laisser les Lehman Brothers faire faillite, officiellement pour l'exemple, officieusement, bon, il y avait des liens, notamment à très haut niveau, entre le Trésor américain et Goldman Sachs, qui est quand même le gros concurrent de Lehman. Il y a eu aussi des bisbilles, quelque part, politiques. Donc là, on peut se poser la question de savoir bah, qui va éponger cette dette abyssale, hein. 260 milliards d'euros, c'est quand même l'équivalent de la dette publique du Portugal. Donc tous les regards sont tournés vers l'État chinois. Euh, Premièrement, laisser Evergrande faire faillite serait un signal adressé aux entreprises pour dire que la récréation est terminée et que bah, les dettes doivent être remboursées. Mais ce serait aussi un risque majeur pour l'économie chinoise au vu des imbrications qu'il y a entre Evergrande, les sous-traitants et une partie de la population chinoise qui aujourd'hui qui attend d'être logée et qui paye son crédit. Donc Evergrande est un grand promoteur immobilier qui est tellement important que cela pourrait avoir un impact, un risque systémique sur l'économie chinoise si le gouvernement chinois décidait de laisser tomber l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a un risque pour l'économie mondiale? Donc, la déroute du groupe immobilier chinois pourrait révéler quelques surprises, hein. Donc, il est possible que des fonds spéculatifs qui ont acheté de la dette d'Evergrande bah, se retrouvent à devoir vendre, à devoir liquider leur position pour se couvrir, et cela pourrait provoquer un effet domino. Donc ça, effectivement, ça peut être on peut avoir un risque finalement avec Evergrande qui fait faillite, bah, les fonds, des fonds américains, des hedge funds qui détiennent énormément de positions sur ce mastodonte chinois, bah, qui vont être contraints finalement, qui vont recevoir des appels de marge, qui peuvent être contraints de vendre de manière brutale, de manière précipitée leurs actions, leurs obligations Evergrande, et par cascade, par effet domino, on peut avoir des ventes paniques sur les marchés. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas à exclure si le gouvernement chinois décidait de faire ce que la Fed a fait avec les Lehman Brothers. C'est quand même quelque chose à surveiller. Donc ça, c'est pour la partie microéconomique. Alors, il ne faut pas non plus perdre de vue ce qui s'est aussi passé sur le plan macroéconomique. Sur le plan macro, on a des indicateurs, on va dire, mi-figue, mi-raisin, des indicateurs contradictoires. Alors, aux États-Unis, on a l'indice de confiance du Michigan, qui est un indicateur important, qui s'est révélé être inférieur aux attentes. C'est plutôt négatif sur la croissance. Mais cet indicateur négatif a été contrebalancé par des ventes au détail qui ont surpris à la hausse et un Philly Fed très solide. Donc ça, c'est plutôt positif. On a eu une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Donc c'est un indicateur a priori négatif sur la croissance, mais plutôt positif pour l'inflation, parce que si le chômage repart un petit peu à la hausse aux États-Unis, on va avoir une baisse des pressions
salariale. Et donc, qui dit baisse des pressions salariales dit cassure, on casse cette boucle de hausse prix-salaire, et donc c'est plutôt positif pour l'inflation. On a également, par rapport à l'inflation, une baisse surprise des prix à l'import aux États-Unis, donc ça c'est aussi plutôt positif sur l'inflation. Toujours sur la croissance, cette fois-ci, on a un indice Empire State qui bondit vigoureusement, et donc ça c'est aussi positif sur la croissance. Donc on a plutôt des chiffres un peu mi-figue mi-raisin, mais plutôt positifs sur la croissance et plutôt positifs sur l'inflation. Alors en Europe, là c'est, on va dire que c'est plutôt négatif, hein. Donc si on a un rebond de la production industrielle, hein, en juillet, donc ça c'est plutôt positif sur la croissance. On a quand même eu des chiffres négatifs sur l'inflation, donc avec une accélération de l'inflation qui a été confirmée en août en France, hein, donc avec une inflation qui pourrait maintenant dépasser les 2% en France, hein. Et vous avez peut-être un petit peu suivi ce qui s'est passé, hein, avec la revalorisation prévue du SMIC, donc plus 30 euros, hein, la hausse du SMIC qui est prévue de plus 30 euros. Vous entendez aussi, hein, les sages-femmes qui vont être augmentées, qui vont avoir une prime. On a également la campagne présidentielle, hein, qui approche avec des déclarations de plus en plus, de plus en plus fortes, hein. Anne Hidalgo, par exemple, qui a promis, hein, si elle était élue, de doubler le salaire des enseignants. Donc on va avoir un petit peu une course à l'échalote, et ça, c'est pas forcément bon pour l'inflation. Et d'un autre côté, bah, la BCE, donc par la voix de M. Schnabel, s'est déclarée prête à agir si les prix devaient déraper. Donc ça, c'est quand même une petite musique qui laisse à penser que la Banque Centrale Européenne pourrait être contrainte de changer de fusil d'épaule et de devoir resserrer un petit peu sa politique monétaire. Donc ça c'est pour la zone euro. Alors pour la Chine, bah, l'activité a déçu en août, hein. Il y a eu des chiffres chinois qui étaient pas terribles pour le mois d'août. Et du coup, bah voilà, ça arrive en écho avec ce que je vous ai dit sur Evergrande. Donc voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir finalement un ralentissement, un hard landing, un ralentissement brutal de l'économie, de la macroéconomie en Chine? Et là, voilà, après la Chine, on a cette fois-ci des indicateurs négatifs sur l'inflation, notamment sur l'énergie, avec une statistique avec une forte baisse des stocks hebdomadaires américains de brut. Donc ça pourrait provoquer une pression à la hausse sur les prix de l'énergie. Et d'ailleurs, l'OPEP confirme cela et indique que le monde restera confronté à un déficit d'approvisionnement en pétrole. Donc ça, c'est l'OPEP qui l'indique. Donc ça, ce sont plutôt des indicateurs plutôt négatifs sur l'inflation qui pourraient laisser penser que l'inflation pourrait continuer à grimper dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc voilà un petit peu pour le panorama macroéconomique, hein, vraiment mi-figue, mi-raisin, que ce soit sur le front de la croissance et le front de l'inflation. Alors les marchés, curieusement, bah, en fait, finalement ignorent, hein, on va le voir, hein, sur les différents graphiques, semblent ignorer Evergrande et l'affaire du siècle, hein. Les marchés semblent vraiment focus sur les taux, donc avec notamment un marché de taux qui anticipe une normalisation de l'économie, hein. Regardez les taux français, hein, sur le mois depuis un mois, hein, enfin, sur la fin août et septembre, on voit des taux qui montent tranquillement mais sûrement, qui sont passés de moins 0,15% à, ça y est, plus 0,03%. Donc cette semaine, donc la semaine écoulée, a été marquée par un passage en territoire positif des taux 10 ans français. Aux États-Unis, c'est un peu moins clair, mais on a aussi quelque part un trend, enfin une tendance à la remontée des taux aussi, des taux 10 ans aux États-Unis. Donc on a un marché de taux qui price la sortie de la crise du Covid et une anticipation de la normalisation des politiques monétaires. Alors sur les marchés actions, donc ça c'est le marché chinois, hein, c'est l'indice des marchés chinois, ce qu'il a fait sur un mois. Et là on voit finalement que Evergrande n'a pas énormément d'impact. On aurait pu s'attendre à une chute des actions chinoises. Bon, voilà, on a des marchés chinois, oui, qui baissent un petit peu. On passe de 15 500 à 15 100. Bon,
c'est une baisse de à peine 2% après une hausse de 2% sur le mois enfin début septembre, hein. Sur la première partie de septembre, on a une hausse de 2%. Sur la deuxième partie de septembre, on repère 2%. Donc finalement, on a des marchés equity, actions chinois qui sont assez flats sur le mois de septembre. Donc finalement, Evergrande, alors que Evergrande c'est en Chine, hein, ne semble pas vraiment faire peur aux indices chinois. Alors par contre, les actions américaines, elles, clairement, sur le mois de septembre, elles sont dans un trend. Alors je vais pas dire de trend baissier, si on regarde l'échelle, hein, on passe de 35 500 à 34 500, donc c'est une baisse de 3%. Donc on va parler d'une consolidation de l'indice Dow Jones aux États-Unis. Mais voilà, on n'est pas, voilà, c'est une baisse, mais une baisse sans panique, et donc du coup qui traduit finalement une anticipation d'une normalisation de la politique monétaire de la Fed, finalement ce qui vient confirmer finalement par rapport à la hausse des taux, hein. Je rappelle, si le taux d'intérêt monte, ça veut dire que le coût du crédit augmente, donc forcément si le coût du crédit augmente, bah, le fait d'acheter des actions devient moins intéressant que d'acheter des nouvelles obligations qui sont émises à des taux plus élevés. Et là, on voit finalement cette baisse, mais qui n'est pas, voilà, c'est pas une baisse panique du Dow Jones. Alors pareil pour le CAC 40, hein, le CAC 40 qui évolue dans un canal légèrement baissier, hein, depuis le 31 août. Hein. Donc on passe de 6750 à 6574. On a fini la semaine à 6574. Donc on est dans un canal qui est légèrement baissier, mais là encore, alors j'ai pas voulu surcharger cette présentation de graphique, mais voilà, quand on voit que le CAC 40 est allé en ligne droite de 6200 points à 6900 points, bon voir un CAC 40 qui consolide en légère baisse sur un range de 150 à 200 points sur un mois. Voilà, il n'y a rien de choquant, mais cela traduit finalement davantage des craintes sur une normalisation de la politique monétaire que sur une panique d'une crise systémique liée à Evergrande. Alors pareil, hein, tout ce qui est la normalisation, donc on le voit également à travers les prix du pétrole. S'il y avait une panique d'un effondrement de l'économie mondiale, on aurait un prix du pétrole qui s'effondrerait, comme on l'a vu en mars-avril 2020. Là, on a un prix du pétrole, hein, qui monte tranquillement, qui monte, qui repasse la barre des 70 dollars le baril, et qui est en train de construire une figure, hein, on a un drapeau haussier, hein, une figure de consolidation au-dessus du support oblique croissant, la ligne verte oblique croissante, et au-dessus du support assez solide, un support majeur à 70 dollars le baril. Alors, autre signe qui montre que finalement les marchés n'ont pas une peur panique du risque systémique, c'est le cours de l'or. Le cours de l'or, depuis le mois de septembre, c'est pareil, il est en baisse, hein, il suit une figure de consolidation, de baisse. Alors là encore, c'est pas une baisse, une débâcle, hein, mais on a une baisse, voilà, une baisse continue de l'or, une baisse régulière de l'or sur un mois. Vous voyez ce canal baissier de l'or. Donc on voit bien que le marché n'est pas ne price pas finalement un risque systémique comme ce qui a pu se passer dans les années, à la fin des années 2008, 2007, 2008, 2009, où on a vu l'or s'envoler par peur justement d'un effondrement du système. Là, c'est pas du tout le cas. On voit l'or au contraire qui consolide tranquillement. Alors c'est encore plus vrai pour le cours de l'argent. L'argent qui aussi également est en consolidation depuis un mois, hein, qui baisse sans non plus s'effondrer, mais qui baisse tranquillement depuis un mois. Il est dans ce canal baissier. Et ça traduit quoi? Ça traduit que le marché n'anticipe pas finalement un emballement
de l'inflation. Parce que si les marchés avaient anticipé un emballement de l'inflation, on verrait l'or et surtout l'argent s'envoler. Là, finalement, ce que les marchés anticipent, c'est que l'inflation va rester contrôlée, va rester sage, et que les banques centrales, de toute manière, seront suffisamment crédibles pour contrer tout risque d'emballement inflationniste. Alors en conclusion, au vu du comportement des marchés obligataires, des actions chinoises, des actions européennes, des actions US et des métaux qui baissent de manière finalement concomitante, bah, alors que justement paradoxalement les actions chinoises tiennent la route, on peut conclure que pour l'heure, les marchés sont peu sensibles aux événements micro tels que Evergrande. Les marchés anticipent également la fin de la crise du Covid et sont tournés maintenant vers la normalisation de la vie économique et de la politique monétaire. Alors deux événements sont à surveiller pour cette semaine, cette semaine qui arrive et pour cette deuxième partie, cette fin de mois de septembre. Tout d'abord, on va avoir la réunion de la Fed, prévue le 21 et 22 septembre 2021. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'on va assister à l'officialisation de l'inflexion de la politique monétaire américaine, avec cette fois-ci une ébauche d'un calendrier de resserrement de la politique monétaire, donc avec tout d'abord ce qu'on appelle entre guillemets un tapering, c'est-à-dire une réduction du quantitative easing, suivi peut-être pour 2022 un calendrier de remontée graduelle des taux courts de la Réserve fédérale. Donc ça, ce sont des questions que les analystes se posent et peut-être on aura un début de réponse de la Réserve fédérale cette semaine, donc 21, 22, 23 septembre 2021. Le deuxième élément à surveiller, cette fois-ci en zone euro, ce sont les élections législatives allemandes le 26 septembre 2021. Et oui, Angela Merkel va céder le flambeau après 16 ans quand même de pouvoir en Allemagne. Donc rappelons que Angela Merkel a été, elle a clairement pesé de tout son poids pour rentrer dans l'histoire comme étant quelque part une pro-européenne convaincue, un petit peu dans les pas du général de Gaulle. Et donc elle a calmé les ardeurs finalement de ce que l'on appelle les frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, donc de ces pays qui veulent quelque part un retour à une rigueur budgétaire. Et Angela Merkel, dont le pays, l'Allemagne, fait partie plutôt des pays, on va dire, frugaux, rigoureux budgétairement, l'Allemagne a plutôt défendu les pays dits du Sud, l'Italie, l'Espagne et aussi la France, pour ne pas finalement ne pas faire pression sur les pays du Sud pour qu'ils soient plus rigoureux sur leur manière de gérer leurs finances publiques. Et l'Allemagne a plutôt vu d'un bon œil, notamment grâce à Angela Merkel, le fait que la Banque centrale européenne fasse ce qu'on appelle sa planche à billets. Donc du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que le nouveau gouvernement allemand qui va sortir des urnes, est-ce qu'il va laisser Madame Lagarde, Christine Lagarde, donc patronne de la BCE, continuer à avoir la main lourde sur la planche à billets? Effectivement, donc si on a une inflexion de la politique allemande par rapport à ce que doit être la rigueur budgétaire et monétaire en Europe, cela pourrait avoir un impact sensible sur les marchés actions européens et sur les marchés obligataires européens. Donc voilà un petit peu pour ce point de marché, ce point macro et microéconomique. Voilà, écoutez, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager également cette vidéo. Voilà, voilà, je ne donne pas via cette étude, cette vidéo, des conseils en investissement. Je vous donne un petit peu mon analyse, un petit peu de l'actualité économique, macroéconomique, microéconomique, financière. Et je vous laisse voilà, à chacun et chacune d'entre vous de faire votre propre analyse sur tout ça, sur les marchés. Et là encore, si le monde de l'investissement vous intéresse, formez-vous. Voilà, formez-vous soit auprès de formateurs, soit rapprochez-vous de conseillers en investissement, en gestion de patrimoine pour
pour commencer à investir. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas donc à partager cette vidéo et à la commenter. Et s'il y a des points que vous souhaitez que j'aborde, que ce soit des points macroéconomiques ou sur certains indices boursiers, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et je serai ravi de vous retrouver bientôt. Au revoir à tous.